C'est ouverte. Madame Mendes, acceptez-vous d'être secrétaire de séance? Oui. Oui, monsieur le maire. Voulez-vous procéder à l'appel? Oui, je vous remercie. Monsieur Gérard Trémège. Présent. Monsieur François-Xavier Brunet. Présent. Madame André Doubrère. Présent. Monsieur Gilles Craspaille. À donner pouvoir à Madame Doubrère. Madame Anne-Marie Argounès. Monsieur Francis Touillat. Présent. Madame Céline Roulet. Monsieur Roger Vincent Calatayud. Madame Marie-Suzanne Campagnol a donné procuration à Mireille Mendes. Monsieur Pierre Logini. Madame Nathalie Suzac. Monsieur Albert Malfait. Madame Anne Candoba-Tréquet. Monsieur Eugène Pourchier. Madame Marie-Françoise Crancé. Monsieur Christian Escobedo. Monsieur Jean-François Calbeau. Monsieur David Larrazabal. Monsieur Michael Ducrot. Monsieur Laurent Texera. Madame Marie-Christine Huin. Madame Florence Gassan. Madame Delphine Poy-Girardot. À donner pouvoir à Monsieur Escobedo. Madame Caroline Tonon. À donner pouvoir à l'excellent Monsieur Brunet. Madame Inde Amri. À donner pouvoir à Madame Argounès. Monsieur Romain Giral. Madame Elisabeth Arex. Madame Elisabeth Brunet. Madame qui? Elisabeth Brunet. Monsieur Franck Aubard. Monsieur Jean-Claude Palmade. Madame Christiane Elip. Madame Michel Fambaran. Pas tendu. Monsieur Laurent Dubouix. À donner pouvoir à Madame Elip. Monsieur Pierre Montoya. Madame Marie-Pierre Vieux. À donner pouvoir à Monsieur Montama. Monsieur Pierre Lagonel. Madame Laurence Ancien. À donner pouvoir à Monsieur... Qu'est-ce qu'il y a? Madame? Je n'ai pas le pouvoir de Madame Femme. Vous l'avez, monsieur? Donc Madame Femme a donné pouvoir à Monsieur Palmade. Bien. Je voudrais, avant que nous entamions l'ordre du jour, vous dire que le projet de délibération concernant la désignation d'un délégué de la ville à l'OPH 65 a été retiré de l'ordre du jour. Parce que donc, il suffit que le maire désigne une personne qualifiée. De même, le projet de délibération numéro 16 a été remis sur table, car celui qui figure dans le dossier comporte une erreur de montant. Ça concerne la compagnie Électron Libre. Nous verrons donc cela tout à l'heure. Tant que nous abordons les sujets généraux, je vous rappelle les prochains conseils municipaux normaux, on va dire. 21 septembre, 16 novembre et 16 décembre. Bien, est-ce que vous avez des questions sur le compte-rendu des décisions prises par le maire en vertu des délégations légales? Monsieur Montoya. Oui, monsieur le maire, moi, je voulais vous poser une question d'ordre général, mais qui, à mes yeux, a une importance. Car, voyez-vous, je ne savais pas que dans le chef-lieu du département des Hautes-Pyrénées, quand on va à l'horodateur et que l'on met son numéro de département, c'est un délit ou une infraction, puisque c'est puni d'une amende. Alors, je vois bien qu'il y a l'arrêté municipal du 07 mai 2015, c'est tout récent. Donc, on peut expliquer que le fait de mettre le numéro du département, ça permet à quelques-uns de frauder, puisqu'on n'a pas pu, du point de vue technique, pallier à cette carence. Et donc, comme on n'a pas pallié à cette carence, eh bien, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. La suspicion de fraude s'adresse à tous nos concitoyens. Et beaucoup de PV, beaucoup de contraventions ont été distribuées à cet effet. Je me souviens que lors de l'installation de ces machines intelligentes, elles sont certes intelligentes, pas toujours les ordres qu'on leur donne, ces machines intelligentes dont j'étais là, je suis venu,
Et j'ai essayé, comme ceux qui étaient présents, en tapant mon numéro d'immatriculation, et tout s'est très bien passé, y compris le nom de mon département, le numéro de mon département. Donc, la machine délivre que c'est bon, l'immatriculation est bonne, alors qu'elle devrait refuser. Si c'est un délit, si c'est une infraction, autant qu'elle le dise elle-même, puisqu'il paraît-il, c'est une machine intelligente. J'ai eu la désagréable surprise, sortant d'une commission, de voir un PV sur mon pare-brise et pensant que j'avais dépassé le temps, en bon citoyen, je suis allé m'acquitter de l'amende. Et on m'a demandé comment je payais. Et le préposé m'a dit, mais attendez, ce n'est pas pour dépassement. Et il n'est pas encore l'heure. Ah bon, alors c'est pourquoi? Plaque erronée. Je me suis dit, plaque erronée, ma plaque n'est pas erronée. Je suis donc allé chercher le ticket, ma carte grise pour montrer que c'était bien mon immatriculation. On m'a expliqué qu'en plus c'était écrit au-dessus, il y a un petit truc qui dit, il ne faut pas mettre le numéro du département parce que sinon on est susceptible de prendre une amende. Mais quand on sait se servir de la machine, on n'en fait pas le tour. Et j'ai été surpris de voir derrière moi des gens qui venaient pour la même chose. Donc, j'ai fait savoir mon mécontentement, le fait que je ne réglerai pas la contravention et que si d'aventure je devais être poursuivi, je demanderai aussi à mon tour l'assistance juridictionnelle. Donc, on m'a expliqué à plusieurs reprises qu'en cas de fraude, parce que des gens fraudent, très bien, mais moi je n'ai pas fraudé. Et la fraude, encore faut-il la prouver. Donc, a priori, tous ceux qui mettent leur numéro de département sont coupables de délit ou d'infraction et ils sont punis. Dans le chef-lieu du département, moi je suis un républicain et la notion du département, elle est ancrée depuis plusieurs générations. Et donc, moi, je suis assez fier de mon département et content de mettre mon numéro de département. Et quand je suis revenu, j'ai fait un petit tour. J'ai regardé les voitures qui stationnaient. J'ai vu des contraventions avec le numéro du département. Et sur 16 voitures, il y en avait 11 qui avaient le numéro du département. Il y en avait 3 qui avaient l'horaire dépassé, mais elles n'avaient pas de contravention. Et puis, il y avait 2 ou 3 véhicules qui n'avaient rien. Donc, j'ai été étonné et un peu ulcéré, il faut le dire. Donc, ce que je peux vous demander, c'est de surseoir à cet arrêté, d'abroger cet arrêté municipal, de faire le nécessaire pour que techniquement les machines soient au point, à machines intelligentes, ordre intelligent. L'inverse, ça ne va pas bien ensemble. Donc, de surseoir et d'arrêter cette chasse à l'automobiliste pour des raisons qui sont ridicules, tout à fait bénignes et ridicules, et qu'on revienne à une situation, à chercher les conditions que la machine refuse ce que l'on ne veut pas. Si on ne veut pas le numéro du département, que la machine, devant le tiers payant, effectivement, lui refuse la délivrance du ticket. Moi, j'ai le ticket. Vous le voyez là, le ticket? Mon immatriculation, DE 082 QQ 65. Je suis extrêmement choqué de ce plaidoyer pro-domo. Que vous évoquiez le sujet qui est un problème, M. Escobedo va répondre, mais que vous évoquiez un sujet pro-domo, ça me choque profondément. Ce n'est pas le genre de la maison ici. Ensuite, que vous confondiez infraction et délit, ça me choque aussi. Bon, alors, moi je vais demander à M. Escobedo de vous répondre, parce que je ne veux pas rentrer dans cette polémique. Si vous demandez qu'on arrête l'heure gratuite, eh bien, pourquoi pas, si c'est ce que vous demandez. Je vais en prendre bonne note et puis on verra. Monsieur Escobedo, voulez-vous donner les réponses à Monsieur Montoya qui apparemment n'a pas lu ce qu'il avait écrit sur les eurodateurs? Oui, pardon. J'ai eu, comme il est derrière, j'ai eu donc une conversation avec... J'ai eu une conversation avec Monsieur Montoya, je lui ai expliqué
que les immatriculations devaient être conformes à la carte grise. Donc, les cartes grises, dans les nouvelles immatriculations, il n'y a pas de numéro de département, puisque le 65, 32, 64, on peut choisir ce qu'on veut. Nous avons apposé dans les horodateurs ce document, où il est bien spécifié qu'on ne met pas dans les... Alors, la mairie de Tarbrouzer, 1 heure gratuite, tout ça, bon, j'y passe. Vous risquez une amende en cas de mauvaise saisie de votre numéro d'immatriculation. Parce qu'on en a sans arrêt, et les gens font exprès de se tromper pour pouvoir avoir... Oui, oui, mais en grande partie. Exemple, mauvais chiffre ou lettre. Saisie du département ou du pays sur les nouvelles plaques. Ancienne plaque, on a fait un schéma. Nouvelle plaque, on a fait un schéma. En cas de doute, saisissez les informations figurant sur votre carte grise. Donc, à partir de là, je m'expliquais avec M. Montoya. Je lui ai dit qu'on en parlerait ce soir après le conseil municipal. Bon, M. Montoya, il a préféré en parler tout de suite, donc je lui réponds. Dans ce qu'a dit M. Montoya, il a dit qu'il avait payé son PV, mais un moment après, il dit qu'il ne le paiera pas. Alors, je ne comprends plus là. Hein? Donc, son immatriculation n'étant pas conforme comme c'est affiché, le PV, on ne pourra rien y faire. C'est tout. Voilà, Monsieur le maire, il n'y a pas à discuter pendant longtemps. Bon, ceci étant, oui, il y a quelques personnes qui commettent des erreurs. Moi, j'ai demandé à nos agents verbalisateurs d'être particulièrement compréhensifs. Je suis intervenu moi-même sur des cas comme celui de M. Montoya, parce que je ne doute pas un seul instant qu'il soit de bonne foi. Mais dans l'ensemble, l'heure gratuite, c'est une grande satisfaction de la population, des commerçants. Tout le monde nous dit merci, formidable. Alors, il suffit de lire exactement ce qu'il y a écrit sur le truc et de le faire. Moi, je me suis entraîné, j'ai fait exactement ce qu'il y avait écrit et je n'ai pas eu de problème. Eh non, vous avez mis le numéro de département. Ben si. Bon, voilà, on ne va pas en faire un roman. Maintenant, le PV, vous en faites ce que vous voulez. Depuis l'installation de ces machines, bien, je les ai utilisées moult. Je souhaite qu'on respecte... toujours avec le numéro du département. Je souhaite qu'on respecte l'ordre du jour. Et je suis heureux d'avoir... Est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce qu'il y a des remarques sur le compte-rendu des décisions prises par le maire? Est-ce qu'il y a des remarques? Madame je vous en prie. Madame Elip. Oui, merci Monsieur le maire. Concernant le point 5... Le point 5. Le point 5. Pouvez-vous nous donner des explications ou des précisions sur ce règlement au cabinet Seban? Quelle est la question? Concernant le point 5, oui. Pouvez-vous nous donner des précisions concernant ce règlement au cabinet Seban? Qui répond? Moi, je ne sais pas ce qu'il y avait dans la facture. Monsieur Kossou? C'était une consultation pour voir si la ville avait bien compétence pour intervenir auprès de la CEMI. Pour subventionner la CEMI. Voilà. Consultation pour savoir si la subvention que nous envisageons de donner à la CEMI était légale. Donc, c'est le prix de la consultation. Je vous remercie. Monsieur Montama. Monsieur Palmade, alors, je n'ai pas vu. Bon, Monsieur Montama. Je voulais intervenir sur le même point. Parce que j'étais bien évidemment allé voir donc l'article sur Légifrance et pour me rendre compte de quoi on parlait effectivement sur cette décision que vous aviez prise. J'ai parfaitement compris que c'était pour savoir si effectivement tout était sous tout rapport respecté des contenus de l'article et si nous pouvions aider la CEMI. Et donc c'est chose d'ailleurs qui a été évoquée au dernier conseil municipal. Moi, j'ai tendance à vouloir poser une question qui me taraude un peu, c'est à partir du moment où cette consultation a été demandée à ce cabinet, moi, je ne sais pas quel est le mieux fondé, que ce soit le contribuable qui paye ses 1 800 € ou la CEMI elle-même. C'est quand même la CEMI qui est demandeuse. Je ne vois pas pourquoi c'est le contribuable qui va les payer, ces 1 800 €. C'est ça qui me taraude.
D'abord, c'est la ville qui est demanderesse, ce n'est pas la CEMI. Deuxièmement, je vous rappelle que la CEMI appartient à plus de 60% à la ville. Et je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de choquant. Alors, si vous avez envie de faire du violon sur la CEMI, etc., sur le contribuable, je signale que le contribuable ne va pas payer. Ce n'est pas le contribuable qui paie ça. Hein. Si vous voulez, vous allez vous rapporter au budget et vous verrez ce que représente le revenu des impôts que paient les contribuables à la ville par rapport à l'ensemble des recettes. Et vous verrez que ce n'est pas le contribuable qui paie toutes les dépenses. Bon, je crois qu'il faut être raisonnable. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les décisions? Je suis parfaitement raisonnable. Mais... Non. Si, ça fait encore 1 800 €. Quelle est la question? Vous ne me comprenez pas, je ne suis pas clair. Je trouve anormal que ce soit au titre d'une demande de la municipalité et un engagement de la municipalité qu'on paye ses honoraires d'avocat alors que la CEMI aurait pu les payer, c'est tout. Écoutez, vous le trouvez anormal, c'est votre droit. C'est la ville qui est demanderesse, il est normal que ce soit la ville qui paye. Voilà, alors maintenant vous trouvez que c'est anormal, parfait, on en prend acte, point final. Y a-t-il d'autres questions sur les décisions prises par le maire? S'il y a d'autres questions, vous le manifestez en levant la main. S'il n'y en a pas, on passe à l'ordre du jour. Il n'y en a pas? Parfait. Est-ce qu'il y a des questions sur les procès-verbaux des séances du 13 avril, du 12 mai et du 26 mai? Pas de questions. Je vous demande donc si vous êtes d'accord pour les approuver. Il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. Ils sont approuvés. Merci beaucoup. Le point numéro 3, il est reporté une date. Ah oui, monsieur Palmade. Merci, monsieur le maire. Vous avez indiqué en début de réunion que le point numéro 3 concernant la désignation de Mme Argounès à l'OPH était reporté. Est-ce que... était retiré, pardon. Il est retiré, oui. Il est retiré. J'ai dit pourquoi? Non. Si, j'ai dit. Est-ce que vous auriez l'amabilité de redire pourquoi, s'il vous plaît? Oui, je le redis. J'ai dit le point, je ne sais plus quel numéro... 3 est retiré, car désormais, c'est une décision du maire qui désignera une personnalité, une personne qualifiée, et non plus un élu. Je l'ai dit tout à l'heure, je le redis. Bien. Vous êtes satisfait? Ah oui, très satisfait, parce que ça augure bien de la suite à laquelle je pense par rapport à cette question. Si désormais la désignation du maire pour la participation au conseil d'administration de l'OPH 65 est une décision prise par lui-même et non plus par le conseil municipal, j'imagine qu'il doit y avoir par rapport à la CEMI un parallélisme des formes encore plus grand. Ma question est la suivante. Bien sûr, lorsque vous désignerez Mme Argounès, nous approuverons... Non, on n'a jamais dit qu'on désignerait Mme Argounès. Ou quelqu'un d'autre. Eh bien voilà. Nous approuverons vraisemblablement votre choix. Mais pourquoi vous n'attendez pas qu'on arrive à ce point? Et parce que vous dites que vous l'avez reporté. Non, c'est pas celui-là. Ah? Bon. Je l'ai dit tout à l'heure en ouvrant la séance. Oui. Que ce point était retiré de l'ordre du jour. Oui. Je n'ai pas dit reporté, j'ai dit retiré. C'était retiré. Très bien. Voilà. C'est la raison pour laquelle je vous pose une question sur le parallélisme des formes avec la CEMI. Et je ne répète pas ce que je viens de dire. Lorsque vous aurez pris la décision, monsieur le maire, nous accepterons vraisemblablement votre décision. Mais nous serions d'autant plus satisfaits si vous acceptiez d'évoluer aussi sur la participation au conseil d'administration de la CEMI. Jusqu'à présent, je rappelle que l'opposition ne siège pas au conseil d'administration de la CEMI. Ce n'est pas du tout le cas du conseil d'administration de l'OPH, puisque depuis longtemps, Mme Argounès y siège, et c'est la raison pour laquelle j'évoquais son nom. Maintenant, vous mettrez le nom qu'il vous plaira. Est-ce que l'on peut prévoir que, maintenant, puisque vous êtes le seul décideur au niveau de l'OPH, vous aurez une évolution également par rapport à la CEMI? Jusqu'à présent, pour la participation au conseil d'administration de la CEMI, qui vous était demandé à corps et à cri
par l'opposition, vous vous en teniez à deux types de réponses. La première faisait référence à des temps très anciens, et vous et moi et d'autres ici savons de quelle époque on parle, cette époque où la municipalité de gauche n'avait pas de représentant de l'opposition à la CEMI. Vous évoquiez toujours ce précédent, et Rassaré ne l'a pas fait, il n'y a aucune raison que je le fasse moi. Et puis, vous avez un petit peu évolué. Vous avez un petit peu évolué en disant, eh bien finalement, j'accepte qu'à titre consultatif, un représentant de l'opposition siège, et nous étions tombés d'accord sur le nom de Dominique Montama. Il y avait un appendice et aussi à cette évolution qui ne nous plaisait pas trop, qui était le suivant. Je parle de mémoire. Monsieur Montama, nous verrons comment vous vous comportez et en fonction de votre comportement, nous verrons si nous pouvons vous admettre définitivement au conseil d'administration de la CEMI. Ce n'était pas très sympathique pour monsieur Montama, mais ça notait une évolution dans votre comportement. Ne faites pas l'étonner parce que tous ceux qui ont entendu ces débats s'en rappellent ici. Alors je voudrais savoir maintenant si après l'étape 1 et l'étape 2, vous êtes prêts à passer à l'étape 3, c'est-à-dire faire en sorte que l'opposition siège au conseil d'administration de la CEMI. En termes techniques, ça ne sera pas très difficile. Vous êtes, je ne sais pas, 7 ou 8 représentants de la majorité. Qu'il y en ait un de plus ou un de moins, ça ne changera pas les choses. Et par rapport à la période que nous allons vivre, par rapport aux mois qui vont venir, aux années qui vont venir sur l'évolution de la CEMI, par rapport au NPNRU, etc., il me semble qu'il serait quand même intéressant que nous siégions à ce conseil d'administration, et c'est la demande que je vous fais par rapport au parallélisme des formes que j'évoquais dans mon introduction. Je vous remercie. Quel galimatia. Enfin, passons. Le parallélisme des formes... Mais vous avez dit quoi? J'ai dit quel galimatia. Ah bon? Oui, ah bon, oui. Mais pourquoi vous vous permettez d'avoir ce... Donc, le parallélisme des formes concernerait la relation que la CEMI a avec le Conseil général, puisque, en l'occurrence, c'est le Conseil général qui nous a demandé de désigner une personne qualifiée pour participer au conseil d'administration d'OPH. Bon. Donc, le président du Conseil général m'a écrit en me demandant de prendre acte du fait que 2 élus du Conseil général étaient désignés pour représenter le Conseil général au conseil d'administration de la CEMI. Et je lui ai répondu que j'y voyais aucun inconvénient, sauf que la CEMI est une société de droit privé et que pour siéger au conseil d'administration, il faut être actionnaire. Voilà. Voilà ce que j'ai répondu au président du Conseil général. Et en lui disant que si le Conseil général voulait devenir actionnaire de la CEMI, il n'y avait aucun problème. Je ne suis pas opposé. Voilà pour le parallélisme des formes. Bon, ça suffit maintenant. Allez, on passe au point suivant. Quelle est votre réponse? Monsieur Brunet, la DM3. Bien, merci, Monsieur le maire. Donc il s'agit de la décision modificative par rapport numéro 3 sur le budget principal 2015, par rapport au budget tel qu'il avait été adopté et modifié lors des décisions modificatives précédentes. Des inscriptions budgétaires nouvelles sont nécessaires. Elles vont s'équilibrer globalement en recettes et dépenses à la somme de 39 774 €, 41 500 € pour la section d'investissement, moins 1726 pour la section de fonctionnement. Vous avez en appui, en annexe du projet de délibération qui vous a été remis dans le dossier de préparatoire à notre conseil municipal, le détail sur la section d'investissement.
Vous avez 20 000 € de subventions d'investissement reçues et 21 500 € de virement de la section de fonctionnement en recettes. En dépenses, vous avez donc 20 000 € d'immobilisation incorporelle et 21 500 € d'immobilisation corporelle, dont vous avez le détail en dessous. Sur la section de fonctionnement, en recettes, les moins 1726 proviennent d'un ajustement sur le chapitre impôts et taxes, et en dépenses, vous avez un ajustement de 124 350 sur les charges à caractère général, 12 486 sur les autres charges de gestion courante, 15 000 € sur des charges exceptionnelles et financé par à la fois une reprise sur le chapitre 022 dépenses imprévues pour 175 062 et donc vous retrouvez également en bas de tableau les 21 500 € de virement à la section d'investissement que vous avez trouvé un peu plus haut, ce qui nous permet d'arriver à un total cumulé de moins 1 726 €. Voilà, la Commission des finances, lors de sa séance du 15 juin dernier, a émis un avis favorable à ce projet de décision modificative numéro 3. Il est donc proposé au Conseil municipal de l'approuver et je vous rappelle qu'elle est arrêtée en recettes et dépenses à la somme de 39 774 €. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur Lagonel. Oui, je suis interpellé par deux chiffres. J'aimerais avoir des explications. D'abord sur les immobilisations incorporelles. En quoi consistent les 20 000 € de frais d'études? Et ma deuxième question, elle porte sur les charges à caractère général. Il y a 70 000 € de frais d'acte de contentieux. Je trouve ça très très élevé. Pourquoi un tel montant? Et j'aimerais savoir si les dépenses liées à votre protection fonctionnelle font partie de cette ligne, et si oui, à quelle hauteur? Monsieur le Président de la Commission des Finances, vous voulez bien répondre? Sur les 20 000 €, j'avais demandé... oui, sur les 20 000 € sur les frais d'études, c'est une ligne de réserve qui s'avérera imputée sur les bonnes imputations comptables après. Donc sur les différentes imputations comptables, c'est une ligne de réserve. Voilà, c'est une ligne de réserve sur les différentes opérations d'immobilisation. On a toujours des ajustements ou des frais d'études à pourvoir et donc on inscrit ça dans le cadre de nos ajustements. Donc c'est une préparation cette année. Je réponds d'abord à M. Lagonel et je signerai après, si vous voulez bien, M. Teulet. Bien, sur le reste, M. Lagonel, votre bienveillance s'arrête et votre vigilance s'arrête systématiquement, uniquement et exclusivement à la personne du maire. Je comprends là quel est le fruit de votre attention. Évidemment, il ne vous a pas échappé, car vous êtes un lecteur assidu de la presse, que 2 élus, 4 fonctionnaires et un ancien fonctionnaire de la mairie de Tarbes ont demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle de la collectivité et ils l'ont obtenu par délibération du conseil municipal. Et il nous appartient donc, comme il se doit, naturellement, on ne va pas revenir sur le débat, il nous appartient donc, à titre provisionnel, d'inscrire dans nos écritures comptables une provision pour l'ensemble des notes d'honoraires que nous recevrons dans les mois qui viennent pour l'ensemble de ces 7 personnes qui font l'objet du bénéfice de la protection fonctionnelle de la collectivité. Toute collectivité qui accorde à un ou plusieurs élus, à un ou plusieurs fonctionnaires la protection fonctionnelle doit naturellement avoir la ligne budgétaire prévue pour répondre aux appels d'honoraires qu'elle recevra. Ça me paraît tout à fait logique. Voilà, Monsieur Lagonel, la réponse à votre question. Il est évident qu'on remerciera l'ensemble de ceux qui ont fait en sorte que ce dossier sorte, que ce dossier soit d'une grande complexité. On se serait bien passé d'inscrire cette ligne. Je vous rejoins, mais comme ça, on ne va pas y revenir. C'est incroyable. C'est incroyable. Sur la DM 3, je soumets cette DM à votre approbation. Ceux qui désirent s'abstenir le manifestent en levant la main. Abstention d'opposition. Elle est adoptée. Le point suivant, Madame Argounès.
Merci, Monsieur le maire. Il s'agit de l'ESAP, la contribution complémentaire des pratiques amateurs. L'article 80 des statuts de l'EPCC définit dans les missions générales la participation au service public de l'enseignement supérieur d'art dans les conditions prévues par le Code de l'éducation. Les missions autres que celles de l'enseignement supérieur relèvent des missions d'enseignement, d'animation, d'exposition et d'initiation aux arts plastiques et s'adressent à tous les publics. Ces missions communément appelées pratiques amateurs font l'objet d'un dispositif particulier et permettent l'accès aux arts plastiques à des publics divers. Elles rencontrent un engouement croissant. Il est donc proposé par le biais d'un avenant à la convention tripartite entre les villes de Pau, Tarbes et l'ESAP des Pyrénées de financer ces pratiques par une contribution spécifique pour chaque ville, soit 31 286 € pour Pau avec 172 inscrits et 12 486 € pour Tarbes avec 143 inscrits. Après avis de la Commission Finances, Développement économique, Intercommunalité du 15 juin 2015, il est donc proposé au Conseil municipal d'accorder une contribution complémentaire aux pratiques amateurs pour l'exercice 2015 d'un montant de 12 486 € et d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant à la convention tripartite de financement 2015. Les crédits sont inscrits à l'enveloppe 1715 gérée par le service finance, chapitre 65, article 65-58. Merci. Madame Argounès, y a-t-il des questions? Des oppositions? Pas d'abstention non plus. Proposition adoptée. Merci. Le point suivant, Monsieur Larrazabal. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit de l'exploitation des 2 champs captants. Alors, le marché a pour objet l'exploitation de 2 champs captants pour la ville de Tarbes. Le titulaire aura ainsi en charge d'assumer la fourniture d'eau potable au point de livraison défini par la collectivité, d'assurer le bon fonctionnement, l'entretien, la surveillance et la maintenance des ouvrages et installations, ainsi que le renouvellement des équipements, de tenir à jour les documents techniques du service, de fournir à la collectivité les renseignements et conseils relatifs aux ouvrages et au fonctionnement du service. À ce titre, un dossier de consultation des entreprises a été rédigé. Il est envisagé de conclure ce marché pour une durée de 5 ans à compter du 5 janvier 2016 et selon la procédure de l'appel d'offres ouvert, articles 144 et 160 et 161 du Code des marchés publics. Dans le cadre de ce marché, la ville de Tarbes agit en tant qu'entité adjudicatrice selon les dispositions des articles 134 et 135 du Code des marchés publics. Après avis favorable de la Commission Finances, Développement économique, Intercommunalité du 15 juin 2015, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à lancer la procédure d'appel d'offres ouvert concernant le marché d'exploitation de 2 champs captants et production d'eau potable et d'autoriser Monsieur le maire à signer, notifier, à exécuter les marchés, à intervenir, les avenants éventuels et toutes pièces afférentes. Merci, Monsieur le rapporteur. Y a-t-il des questions? Monsieur Montama. Ce n'est pas des questions, c'est une affirmation. C'est une très courte intervention qui visera à justifier pourquoi le Front de gauche votera contre cette délibération, à savoir que vous savez bien évidemment que par principe et purement politiquement, nous sommes pour un retour en régie publique de l'eau, que ce soit de la captation jusqu'à l'assainissement, et que là, on a une occasion qui nous est donnée de reprononcer cette volonté, de la réaffirmer, et de dire qu'après avoir étudié quand même pas mal de rapports, on se rend compte à tous les niveaux des communes qui sont repassées en régie publique de l'eau, de la source jusqu'à l'assainissement, on arrive à faire économiser environ 30% des factures. C'est-à-dire que ce qui prévalait à l'époque pour essayer d'économiser de l'argent et qui était entendable, aujourd'hui ne l'est plus. Donc le Front de gauche s'exprimera contre cette volonté de refiler la captation et tout ce qui va avec son entretien et ainsi de suite à une compagnie privée. Donc nous sommes contre ce principe-là. Voilà. On en prend acte. Hein. Je ferai la même réponse. C'est M. Erassaré qui avait signé cette délégation et nous l'avons trouvé bien, on a continué. Voilà. Pas d'autres questions? Pas d'opposition? Pas d'abstention? Depuis, il y a beaucoup d'eau qui sont... Oui, s'il vous plaît, monsieur. Si vous voulez intervenir, vous levez la main. Madame Vieux. Non, juste pour rappeler qu'à l'époque, le facteur qui avait prévalu était la question de la rentabilité économique pour le contribuable, si vous voulez. Je crois qu'aujourd'hui, force est de constater que l'outil public est moins onéreux pour l'usager que l'entreprise privée. Donc il faudrait peut-être regarder de près cette question-là. Elle n'est pas que dogmatique, elle est pratique. Ce que vous dites, madame, n'est pas exact, car quand nous avons présenté le rapport sur la qualité de l'eau, nous avons également présenté des tarifs
de villes comparables à la nôtre, certaines en régie, d'autres en délégation de service public. Et en effet, certaines en régie étaient moins chères, d'autres en régie étaient plus chères, donc on ne peut pas généraliser. Donc on ne peut pas dire, comme vient de le dire M. Montama, c'est 30% moins cher. Je veux dire, c'est absurde. Il suffit de comparer. Et amusez-vous à comparer avec les villes de la taille de la ville de Tarbes et vous verrez que les tarifs sont variables et ne sont pas nécessairement liés à la nature de la convention, de l'exploitation. Par ailleurs, je ne suis pas convaincu que le seul critère de prix soit le seul critère déterminant en la matière. Monsieur Montoya. Oui, pour établir les faits, en 1977, l'eau de la ville de Tarbes n'était pas de bonne qualité et insuffisante. Donc il a fallu renforcer les réseaux, du moins l'approvisionnement. Et l'approvisionnement s'est fait sur une propriété privée qui n'était pas celle de la ville de Tarbes. Donc nous avons acheté l'eau. Et ça a été effectivement dans la précipitation, dans le but un jour de revenir à l'autonomie et à la remunicipalisation, ou au moins obtenir ou avoir des puisages qui soient propres. Les forages qui existaient à ce moment-là étaient des forages particulièrement profonds. Il y avait 3 niveaux de forage depuis. Aujourd'hui, ça n'est plus pareil, puisque quand j'ai posé la question, on m'a dit qu'on pompait à 9 mètres. À 9 mètres, on ne peut pas avoir une eau de qualité, puisqu'on récupère des eaux résiduelles. Mais ça, on l'abordera sur l'autre point. Après, on a des conceptions différentes, il faut les accepter. Il faut accepter qu'on ne soit pas d'accord sur un certain nombre de points. Il faut accepter que l'opposition s'exprime, même si ça irrite, à moins d'éradiquer l'opposition. Mais non. Il y a peut-être les uns qui font du galimatia, mais d'autres font du salmigondi. Galimatia, bon, c'est digeste, le salmigondi un peu moins. Donc il faut savoir se supporter, monsieur le maire. Et je dois dire que nous sommes nombreux à ne pas partager cette idée de la privatisation. Il y a un grand Tarbais d'ailleurs qui expliquait cela en son temps, et pourtant il y a fort longtemps. Il s'appelait Gabriel Deville. Et il déclarait avec Paul Lafargue, la privatisation c'est du vol. Bon, parler de salmigondi, j'approuve. J'approuve. Parce que là aussi, parler de privatisation quand il s'agit d'une délégation de service public, c'est un mélange, mais c'est un fouillis incroyable. Essayez de resituer un peu les mots et ce qu'ils représentent. Le service public, par définition, ne se concède pas. Ensuite, monsieur, le service public ne se concède pas. Si, c'est la loi. Voilà. Monsieur Montoya, j'ai de l'estime pour vous, monsieur Montoya, mais maintenant, vos leçons permanentes. Écoutez, essayez de regarder un peu derrière avant de les donner devant ou aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce point numéro 7? Il n'y a pas d'autres questions, je le soumets à votre approbation. Y a-t-il des votes contre? Voilà. Monsieur, non? Y a-t-il des abstentions? Donc, monsieur Palmade et monsieur Agonel votent pour avec la majorité. Il en est ainsi décidé et approuvé. Merci. Le point suivant, monsieur Giral. Oui, monsieur le maire, il s'agit du centre L'Arquad, centre Jean Lassalle. Il y a lieu de fixer pour l'année 2016 les tarifs applicables à l'Arquad, centre Jean Lassalle, les tarifs généraux et spécifiques par type de séjour, les gratuités concédées ainsi que les montants des prestations annexes sont détaillés dans le projet de délibération et je vous en épargne la lecture. Ces tarifs seront révisés annuellement par décision du maire de Tarbes. Après avis favorable de la commission finances du 15 juin 2015, il est proposé au conseil municipal d'adopter les tarifications proposées dans la délibération et d'autoriser monsieur le maire à signer tout acte utile à cet effet. On verra. Merci monsieur le rapporteur. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Pas d'opposition, pas d'abstention, il est adopté. Le point suivant, monsieur Calatayud.
Oui, merci Monsieur le maire. Il s'agit du rapport annuel d'exécution qui a été adressé par le délégataire pour l'exploitation du parc de stationnement Verdun, qui ne présente et qui ne soulève aucune difficulté. Ce rapport annuel a été adressé à chacun de nos collègues. Il a été également examiné à l'occasion de la dernière commission finances du 15 juin 2015, puisque son contenu a été analysé. Et il est proposé au conseil municipal de prendre connaissance de ce rapport et d'en prendre acte. Merci. Monsieur le rapporteur, des questions? Même vote que tout à l'heure? Pas d'opposition? Proposition adoptée. Le point suivant, Monsieur Logini. Merci, Monsieur le maire. Le rapport d'activité du délégataire est prévu en vertu de la loi numéro 95-127 du 8 février 1995, dite la loi Mazot. Dans le cadre de la convention passée entre le délégataire, entreprise privée, et le délégant, la collectivité, le décret numéro 2005-236 du 14 mars 2005 précise les dispositions réglementaires relatives au RAD. Il a été traduit dans les articles R 1411-7 et 1411-8 du CGCT. Assainissement, le traitement des eaux usées est assuré par les deux stations d'épuration, Tarbes-Est et Tarbes-Ouest. La Société lyonnaise des eaux de France a en charge de la gestion de ces stations dans le cadre d'un contrat de délégation du service public par voie de concession pour le financement, la conception, la construction et l'exploitation des deux stations d'épuration, contrat qui a débuté le 1er janvier 2012 et qui s'achèvera le 31 décembre 2031. Pour l'année 2014, les bilans, les analyses répondent aux exigences épuratoires minima imposées. Les travaux liés à la nouvelle station d'épuration ont été réalisés. Les travaux d'entretien et de renouvellement nécessaires ont été effectués. Performance de la station d'épuration en 2014, 52 bilans d'autosurveillance ont été réalisés sur le rejet de la station d'épuration. Les normes de rejet sont respectées et les rendements d'épuration demeurent élevés. Le contrôle des dispositifs d'autosurveillance des stations d'épuration a été assuré par IRH les 10 et 11 décembre 2014, confirmant le bon fonctionnement de ces ouvrages. Compte de la délégation, le compte annuel de résultats d'exploitation est joint ci-après. La commission Finances et Développement économique, Intercommunalité, Administration générale, Communes publiques, Politique contractuelle du 15 juin 2015 à la Commission consultative des services publics locaux du 19 juin 2015 ont examiné le contenu de ce rapport. Merci, Monsieur le rapporteur. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Et alors, y a-t-il des oppositions? Non? Bon, parfait. Eh bien, ce rapport est adopté à l'unanimité. Merci. Le point suivant, Madame Doubrère. Là aussi, rapport sur la qualité de l'eau. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit donc du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable, de la collecte et du traitement des eaux usées, année 2014. Le décret 95-635 du 6 mai 1995 fait obligation au maire de présenter au conseil municipal un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable. Il en est de même pour le service public de l'assainissement. L'article 24.5 du Code général des collectivités territoriales a été modifié en 2007. Il s'agit désormais de faire apparaître une série d'indicateurs de performance techniques et financiers. Ces indicateurs sont utilisés pour évaluer l'inscription des services publics d'eau potable et d'assainissement dans une perspective de développement durable, et ce, en examinant 3 axes: la qualité de service à l'usager, la gestion financière et patrimoniale et les performances environnementales du service. En ce qui concerne l'eau potable, l'eau, de par ses caractéristiques, disponibilité en continu, complexité du réseau de distribution, est l'un des produits alimentaires les plus contrôlés. Elle bénéficie d'un important suivi sanitaire composé d'une part d'une surveillance permanente exercée par le distributeur et d'autre part du contrôle sanitaire de l'Agence régionale de santé, ARS, via sa délégation territoriale des Hautes-Pyrénées.
Le contrôle sanitaire s'effectue au captage, à la station de traitement de l'eau et sur votre réseau de distribution. En 2014, 116 prélèvements ont été réalisés pour le compte de l'ARS par le laboratoire des Pyrénées sur votre réseau nommé Tarbes. Les principaux résultats du contrôle sanitaire sur l'année 2014 sont détaillés dans le document qui vous a été adressé. Mais en conclusion, l'eau produite et distribuée est globalement de bonne qualité bactériologique et chimique. La connaissance du réseau de distribution est à poursuivre. Le rendement du réseau est de 86%. Il a augmenté entre 2013 et 2014, mais la mise en œuvre d'un programme de remplacement des canalisations les plus anciennes est une nécessité. En ce qui concerne l'assainissement, le traitement des eaux usées est assuré par 2 stations d'épuration, Tarbes-Est et Tarbes-Ouest. La Société lyonnaise des eaux France a en charge la gestion de ces stations dans le cadre d'un contrat de délégation de service public par voie de concession pour le financement, la conception, la construction et l'exploitation de 2 stations d'épuration, contrat qui a débuté le 1er janvier 2012 et qui s'achèvera le 31 décembre 2031. Les travaux liés à la nouvelle station d'épuration ont été réalisés. Les travaux d'entretien et de renouvellement nécessaires ont été effectués. Pour l'année 2014, les bilans des analyses répondent aux exigences épuratoires minima imposées. Ces bilans, ainsi que le détail du prix de l'eau et de l'assainissement, sont également détaillés dans le document que vous avez reçu. La commission de travaux du 2 juin 2015, la commission finances, développement économique, intercommunalité, administration générale, commande publique, politique contractuelle du 15 juin 2015 et la commission consultative des services publics locaux du 19 juin 2015 ont examiné le contenu de ce rapport. Merci. Madame la rapporteure, y a-t-il des questions sur ce rapport? Monsieur Palmade, puis Monsieur Montoya. Merci. Tu écoutes? Je constate donc, comme cela est connu depuis quelque temps, que l'eau sur Tarbes est de bonne qualité, c'est ce que disent les rapports successifs. Globalement, il y a 2 possibilités d'amélioration de la situation et j'aimerais savoir si on peut envisager de réaliser des progrès dans ce domaine. Le premier, c'est l'agressivité. Quel est le niveau de l'agressivité? Si on se contente de dire cette eau est agressive, ça n'est pas suffisant. Il faudrait quelques précisions. Et ma question, quant à elle, n'est pas du tout agressive. Deuxième question, la connaissance du réseau de distribution est à poursuivre. La phrase est un peu sibylline. De quoi s'agit-il exactement? On ne connaît pas de manière satisfaisante le réseau de distribution. Quelles sont les marges de progression qui existent? Merci. Montoya. Oui, il y a une inquiétude à avoir, c'est par rapport à la montée des pesticides. Ceci, bien que ne représentant pas de risque sanitaire, il n'empêche pas moins que l'évolution des pesticides est en constante augmentation. Et comme je l'ai soulevé tout à l'heure, ça y est. Et comme je l'ai soulevé tout à l'heure, effectivement, peut-être que la profondeur du puisage qui est... Puisque quand j'ai posé la question donc, à la commission sur l'évaluation de la qualité des services publics, j'ai demandé à quelle profondeur l'eau est épuisée, on m'a répondu 9 mètres. Et il me semble que 9 mètres, pour avoir vraiment une nappe glaciaire, au pied des Pyrénées, c'est un peu trop haut. Et là, on capte aussi des eaux résiduelles, c'est-à-dire des eaux qui sont déjà chargées.
Donc il serait peut-être bon, effectivement, d'alerter la société concessionnaire pour voir quelles mesures elle compte prendre pour éviter cette pollution des eaux résiduelles, notamment avec les pesticides, chargés de pesticides. Monsieur Piron, si vous voulez bien apporter des précisions. Oui, bon, tout d'abord, pour répondre à M. Palmade, au niveau de l'agressivité, bon, c'est vrai que nous avons une eau agressive. C'est sans incidence sur la santé des personnes. Il s'agit uniquement d'un problème au niveau des tuyauteries, au niveau de certaines machines qui peuvent être agressées par cette eau. Et c'est vrai que par contre, vous avez raison, c'est un problème qui est récurrent, que l'on essaie de régler depuis un moment. Et on est en train d'y travailler au niveau du nouveau château d'eau que l'on vient entièrement de refaire. Et on va essayer, on a demandé à ce que les gens qui ont fait les travaux nous proposent justement des systèmes pour que dans ce nouveau château d'eau, dont on a refait maintenant tous les revêtements intérieurs, on puisse essayer de traiter cette agressivité. Je ne vous cache pas que c'est relativement compliqué, mais on est en train d'y travailler. Par rapport à la connaissance du réseau, c'est également un problème puisque ce réseau s'est constitué au fil des années. Il n'a jamais été complètement cartographié, il n'a jamais été complètement analysé. C'est pour ça que nous avons, vous l'aviez à la page suivante, la connaissance du réseau et son fonctionnement devrait être maîtrisée à l'issue d'une étude diagnostique du réseau d'eau potable qui va se dérouler sur 18 mois et qui va commencer en octobre. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons relevé le problème que vous avez relevé et on va faire une étude qui va durer 18 mois pour réussir à avoir une vision exacte de notre réseau. Connaissant les pesticides qui posent effectivement un problème, d'abord, bon, c'est pas rassurant, mais ce ne sont pas des pesticides, ce sont des herbicides, dans le cas qui nous concerne, voilà. Alors, le problème, si vous voulez, c'est que si vous regardez le rapport de l'ARS, c'est effectivement classé dans les pesticides, tout simplement parce que ce sont des nouvelles molécules qui viennent d'arriver, puisque l'atrazine a été interdite depuis 2003. Depuis, les agriculteurs utilisent des nouvelles molécules, et cette molécule qu'on a trouvée dans notre eau est en fait un métabolite de métallochlore. Et ce sont des molécules que ne s'attendait absolument pas à trouver, sauf qu'on les cherche que depuis l'an dernier. Donc ce n'est pas une augmentation, elle n'est pas arrivée comme ça du jour au lendemain. Elle est simplement, c'est parce qu'on l'a trouvée, c'est parce qu'on l'a cherchée, pardon, qu'on l'a trouvée. On en trouve absolument partout, dans toute la vallée de l'Adour, en France, en Allemagne, et les États-Unis en sont littéralement, alors eux c'est carrément infesté. Il faut savoir donc qu'elle est jusqu'à 510 microgrammes par litre, c'est-à-dire un seuil 250 fois plus élevé que celui qu'on a pu trouver. Elle n'est toujours pas toxique, à court et à long terme. Donc pour l'instant, effectivement, c'est un problème. C'est pour ça qu'on a décidé de surveiller et de doubler tous les prélèvements faits par l'ARS. Notre service hygiène et santé va suivre cette molécule de très très près. Le problème qu'elle a, cette molécule, à l'heure actuelle, c'est qu'elle n'entre dans aucune classification et que c'est pour ça qu'on la classe dans les pesticides et qu'on la signale dès 0,1 microgramme par litre, alors qu'en fait, ce n'est pas un pesticide. Mais on ne sait pas où la mettre. Alors, l'Agence nationale pour la sécurité sanitaire a interrogé l'Europe. Pour l'instant, l'Europe n'a pas répondu. A priori, il va falloir créer une nouvelle règle pour ces molécules-là. Et pour ensuite, vous vous plaignez, enfin, vous remarquez qu'on capte l'eau à 9 mètres, mais en fait, on capte l'eau là où elle est présente. Par rapport au volume qu'on utilise, c'est quand même plus de 4 millions de mètres cubes que l'on prélève. Il est évident qu'une nappe captive ne saurait suffire. On est obligé de prélever l'eau dans, en fait, les sables aquifères sous l'Adour. Et en fait, c'est de l'eau de l'infiltration de l'Adour. Et c'est pour ça qu'on en a, à peu de choses près, autant que l'on veut. Parce qu'en fait, on capte de l'eau de l'Adour qui est filtrée par les 9 mètres de sable. C'est pour ça qu'elle sort et qu'elle est potable, d'ailleurs, à Is, il faut le savoir. Mais de notre côté, effectivement, ça la rend plus sensible aux problèmes liés aux insecticides et aux herbicides. Je tiens à préciser, enfin, pour finir, que la Chambre d'agriculture a quand même été saisie de ce problème, qui est tout neuf, puisque ce sont quand même eux qui sont chargés du plan d'action territoriale Adour, et qu'a priori, ils sont à la fois un petit peu jugés partis dans ce problème. Excellente réponse, merci Monsieur Piron. Moi j'ajouterais, pour répondre aux deux intervenants, que nous investissons chaque année depuis de nombreuses années 3 millions d'euros par an pour le changement des canalisations en plomb, modernisation des canalisations, rénovation de tout le réseau. 3 millions par an, donc ce n'est pas rien. C'est d'ailleurs grâce à ces investissements qu'on a réussi à réduire le pourcentage de pertes de l'eau. Je rappelle qu'il y a quelques années, on avait une perte qui était de plus de 25%. Là, aujourd'hui, on est à 14, 15, 16. Vas-y, réponds. On était descendu à plus de 30%.
Et là, c'est vrai qu'on a une année exceptionnelle puisqu'on est à 86% et c'est dû en grande partie aux installations. Voilà, de rendement, 14. pardon. Et c'est dû en grande partie, on en est très content parce que ça fonctionne excessivement bien, aux oreilles, vous savez, ces fameuses oreilles qu'on a installées sur les réseaux. Et dès qu'il y a une fuite, ça prévient les services et ils savent où intervenir. De même, tu peux expliquer ce qu'on est en train de faire avec les... Parce qu'il y a quand même encore des problèmes de fuite. Il y a des personnes qui ne s'aperçoivent pas qu'elles ont des fuites et qui... Quand elles s'en aperçoivent, c'est trop tard. Les factures sont tombées avec parfois des montants très importants. Donc le système qu'on va mettre en œuvre, tu l'expliques, qui permettra de déceler les fuites immédiatement. Voilà, l'objectif, ce serait d'installer les 11 000 compteurs de la ville de Tarbes, les compteurs individuels, je dis bien, les remplacer et installer un système, pas remplacer le compteur, c'est-à-dire rajouter un système sur chaque compteur qui en fait fera que ces compteurs deviendront des compteurs intelligents. En permanence, on saura exactement ce que consomment les personnes et dès qu'il y aura un dépassement, grâce à une alerte, on pourra intervenir au plus vite. Il faut savoir que sur Tarbes, nous avons eu quand même des surfacturations d'eau qui ont dépassé 80 000 € pour un seul abonné. Et là, dernièrement, j'avais dans mon bureau des personnes qui sont des bailleurs privés, qui ont un petit immeuble voilà, avec quelques appartements, et qui en 2 ans ont eu 42 000 € de surfacturation. Voilà. Donc c'est vraiment un système, bon là ce sont 2 gros dossiers bien sûr, mais toutes les semaines, je signe une dizaine ou une quinzaine de demandes de dégrèvement. Voilà. Et ce qui est terrible, c'est qu'avant, nous avions un système qui était un système municipal qui marchait bien et qui nous permettait d'aider les gens qui avaient des problèmes. Et là, maintenant, avec la nouvelle loi, qui était censée protéger les gens, ben, c'est beaucoup plus compliqué. Avec ce nouveau dispositif, quand il sera en place, il n'y aura plus besoin d'aller relever les compteurs sur place, ils seront relevés automatiquement. Quand il y aura une anomalie, hop, une alerte signalera tout de suite, ce qui veut dire qu'on résoudra tous ces problèmes. Mais c'est un investissement très lourd également. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Bien, nous avons pris acte de ce rapport, pas de problème, comme pour le précédent. Nous passons au point suivant. Madame Cassagne-Rodriguez. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit d'une demande de remise gracieuse d'un trop perçu sur une rémunération. L'instruction codificatrice numéro 98-041 du 24 février 1998 de la comptabilité publique prévoit que l'Assemblée délibérante d'une collectivité locale, en raison de sa compétence budgétaire, peut se prononcer sur la demande de remise gracieuse d'un débiteur pour tout motif plaidant en faveur de ce dernier. Monsieur Jean-Paul Zalama a été mis en disponibilité d'office pour invalidité le 18 novembre 2014 et a bénéficié d'un demi-traitement versé par la ville de Tarbes. Le comité médical ayant statué fin décembre 2014 en faveur d'une admission à la retraite pour invalidité dès le 18 novembre 2014, il en résulte que l'agent concerné a perçu sa pension de retraite avec effet rétroactif et que la ville doit se voir rembourser le demi-traitement attribué à titre conservatoire. Dès lors, la collectivité a émis le 9 mars 2015 un titre de recette à l'encontre de l'agent concerné pour un montant de 995,39 € correspondant à sa dette. Or, l'assistance sociale qui accompagne l'agent concerné expose qu'il est confronté à d'importantes difficultés et se trouve dans l'incapacité d'honorer sa dette. Dès lors, elle sollicite en son nom une remise gracieuse totale. Ainsi, après avis favorable de la Commission Finances du 15 juin 2015, il est proposé au Conseil municipal d'accorder la remise gracieuse présentée par M. Jean-Paul Zalama de sa dette s'élevant à 995,39 €. La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget principal de l'exercice en cours, porté par les services le service finance, conseil, évaluation et gestion. Merci, Madame le rapporteur. Pas de questions, pas d'opposition. Opposition adoptée. Le point suivant, Monsieur Calatayud. Oui, merci. Le service développement durable de la ville de Tarbes, en partenariat avec l'éducation nationale, développe un programme d'éducation au développement durable dont le lancement a eu lieu à la rentrée scolaire de septembre 2010. Les enseignants et les élèves étudient pendant une année plusieurs caractéristiques du développement durable. De même, ils sont sensibilisés au changement de comportement pour pratiquer au quotidien le développement durable. Les grandes thématiques abordées pendant une année scolaire, en classe et sur le terrain, sont les suivantes.
le développement durable, la biodiversité, les déchets, l'eau, l'énergie et l'alimentation et santé. Il s'agit de plus de 50 animations en classe et sur le terrain, réalisées par des professionnels. En juillet 2015, près de 4 500 enfants auront bénéficié d'un programme pédagogique innovant. Pour l'année scolaire 2015-2016, 63 classes sont déjà inscrites, soit près de 1532 élèves. Ce projet s'élève à plus de 275 000 € hors taxes pour la ville de Tarbes et des crédits sont sollicités à hauteur de 55 %. Le plan de financement prévisionnel pour la ville de Tarbes est détaillé dans le projet de délibération qui vous a été adressé. Peut-être pourrais-je faire une parenthèse, Monsieur le maire, puisqu'à l'occasion des fêtes de Tarbes et de la musique, nous avons reçu une délégation de la ville de Huesca qui était dirigée par son nouveau maire, M. Luis Felipe. Et avec Jean-Claude Piron, nous avons organisé le samedi après-midi une réunion de travail car la municipalité de Huesca était très intéressée par justement ce programme d'éducation au développement durable et nous leur avons présenté, Jean-Claude Piron et moi, tout ce que nous réalisions. Ils ont été extrêmement satisfaits et des points de rendez-vous, des points de rencontre ont été fixés pour pouvoir leur faire part de notre savoir-faire à cet égard. Après avis de la commission finances du 15 juin 2015, il est proposé au conseil municipal d'approuver la 6e édition du programme éducation au développement durable, d'adopter le plan de financement proposé, de solliciter le département et d'autoriser monsieur le maire à signer tout acte nécessaire à cet effet. Merci, monsieur le rapporteur. Bon, moi, je voudrais féliciter monsieur Piron, madame Sauced et tous ceux qui travaillent à cette extraordinaire réalisation qui est reconnue aujourd'hui par tout le monde. Et M. Calatayud vient de le dire, nos amis de Huesca sont très intéressés par une collaboration aussi sur ce sujet. Est-ce qu'il y a des questions? Pas d'opposition, pas d'abstention, proposition adoptée. Le point suivant, Madame Argounès. Oui, Monsieur le maire, il s'agit toujours pour le programme d'éducation et de développement durable de la demande de subvention auprès de l'agence de l'eau à Dour-Garonne pour la 6e édition. Donc je ne relis pas tout ce que vient de lire Monsieur Calatayud puisque c'est la même chose. Donc après avis de la commission finances, développement économique, intercommunalité du 15 juin, il est proposé au conseil municipal d'approuver la 6e édition du programme éducation et de développement durable, d'adopter le plan de financement proposé et de solliciter l'agence de l'eau à Dour-Garonne et d'autoriser monsieur le maire à signer tout acte nécessaire à cet effet. Merci Madame Argounès. Est-il des questions? Il n'y en a pas. Des oppositions, des abstentions. Il en est ainsi décidé. Le point suivant de l'ordre du jour, c'est le point numéro 14. Je vais le rapporter moi-même. Il s'agit du déploiement d'un service de recharge de véhicules électriques sur la ville de Tarbes pour la période à courir, c'est-à-dire 2015-2017, en partenariat avec le syndicat départemental d'énergie, le syndicat mixte Pyrénia, dans le cadre d'une convention constitutive d'un groupement de commandes. Par délibération du 9 février 2015, la ville de Tarbes, engagée dans une démarche de soutien aux véhicules électriques en ville, a décidé de s'associer au SDE et au CIMAT pour déposer une candidature commune au dispositif du programme d'investissement d'avenir d'aide visant à soutenir les collectivités territoriales dans ce type d'initiative. Le 29 mai dernier, le commissariat à l'investissement a informé le SDE 65, qui est notre coordinateur, que cette candidature avait été retenue par l'État, qui apportera une aide de 50% au réseau départemental d'infrastructures de recharge de véhicules électriques dans la limite de 550 000 €. 48 000 € d'aides financières sont réservées pour la ville de Tarbes pour une dizaine de bornes, afin de mener à bien le projet dans la volonté exprimée de cohérence des aménagements à l'échelle départementale. Il est proposé de mettre en place un groupement de commandes entre les 3 bénéficiaires des aides de l'État, donc à savoir, comme je vous l'ai dit, le SDE, Pyrénia et la ville de Tarbes. La commission des finances, dans sa séance du 15 juin dernier, a approuvé cette proposition de délibération. Il vous est donc proposé, mes chers collègues, d'approuver ce projet de partenariat dans le cadre du groupement de commandes que je viens d'évoquer, d'autoriser, monsieur le maire, à signer la convention de groupement de commandes, d'autoriser également, monsieur le maire, à signer la convention à passer avec l'ADEME pour la mise à disposition des fonds de l'État qui fixera les conditions d'octroi des aides, d'autoriser, monsieur le maire, ensuite à solliciter toute aide complémentaire susceptible d'être obtenue, en particulier l'aide du département, et pour finir, d'autoriser toujours, monsieur le maire, à engager ultérieurement avec le concours gratuit du SDE la phase opérationnelle d'études, de travaux et d'autorisations administratives. Les dépenses et recettes relatives à cette opération seront inscrites au budget 2016 et 2017 si nécessaire de notre ville. Y a-t-il des questions sur ce rapport?
Pas d'opposition, pas d'abstention. Proposition adoptée. Le point suivant, nous passons à la commission des sports. Monsieur Touillard. Merci, Monsieur le maire. La politique sportive de la ville de Tarbes, soucieuse d'améliorer son offre sportive, la ville de Tarbes a mené une réflexion afin d'évaluer ses équipements, proposer un programme d'action et accompagner les clubs et associations sportives qui contribuent au rayonnement de la ville. Ce programme repose sur les piliers suivants: le soutien aux clubs, acteurs du développement sportif de la cité, la mise à niveau des installations et la réalisation de nouveaux équipements structurants, l'intégration des activités physiques et sportives au cœur des politiques urbaines comme vecteur de lien social, source de santé et de bien-être, acteur du développement, l'organisation d'événements phares pour conforter la politique sportive. Aujourd'hui, le sport à Tarbes est constitué de 147 associations et de 16 774 licenciés. Depuis 2001, la ville de Tarbes a investi 11 840 000 € en travaux d'aménagement et projets et a alloué 1 488 000 € de subventions annuellement. Pour mettre en œuvre sa politique sportive, la ville dispose d'un organe consultatif qui est l'Office municipal des sports, qui fédère le monde sportif, contribue à l'élaboration de la politique sportive en constituant une véritable force de proposition. D'un service municipal composé de 53 employés municipaux dédiés à la vie sportive. Il veille à la qualité des équipements et assure la mise en œuvre de la politique sportive. Tarbes abrite également des clubs de haut niveau qui participent à la notoriété et au rayonnement économique de la cité. Ils sont source d'attractivité supplémentaire pour la ville et d'émulation pour l'ensemble du tissu sportif. Le projet sportif de la ville de Tarbes a pour objectif, dans un contexte économique tendu, de poursuivre le soutien aux clubs et associations sportives, d'optimiser ses équipements et de mettre en œuvre de nouveaux projets innovants et porteurs de développement pour la ville de Tarbes. Parmi les actions et événements qui viendront renforcer la politique sportive de la ville, un nouveau projet verra le jour dès l'automne 2015. L'école municipale des sports, immergée dans les quartiers pour permettre aux enfants d'accéder aux pratiques, développer l'esprit d'équipe, le respect des autres, créant par ce biais un relais citoyen. Cette action est prévue dans un premier temps sur 3 quartiers, Bel-Air, Sault-Lazur et Lobadère. Les autres temps forts sont constitués par le Team Tarbes haut niveau, qui constitue ce sont des aides aux sportifs de haut niveau juniors et seniors, ainsi qu'aux jeunes cadets. La journée du sport en famille, le Tarbes sportive pour développer la pratique féminine qui se déroule durant tout le mois de mai. Enfin, le semi-marathon Lourdes de Tarbes que nous organisons en collaboration avec l'UAT Stado Athlétisme. Les Oscars des jeunes, juniors et seniors. La journée du sport et du handicap et des manifestations comme les Petits As, le Sabre d'Or, le National de pétanque, les Nautiques de Tarbes ou le tournoi de tennis de l'UAT. Bien évidemment, les actions déjà initiées seront poursuivies avec les cartes sport jeunes, cartes sport seniors, le ticket sport et le sport scolaire. Les équipements sportifs feront l'objet d'une attention particulière et de nouveaux équipements structurants verront le jour. Mise à niveau des installations existantes, notamment avec les vestiaires du stade Maurice-Trélu, les vestiaires scolaires du stade Maurice-Trélu, la rénovation de la piste d'athlétisme, le gymnase de la plaine de jeux Valmy, l'extérieur du palais des sports et la réalisation des locaux du canoë-kayak. Réalisation également de nouveaux équipements structurants, le skatepark, qui vient d'être terminé il y a peu et qui est un équipement déjà opérationnel qui connaît un succès exceptionnel. Un observatoire de la santé pour le sport abritant le centre médico-sportif en collaboration avec le STAPS et son laboratoire de recherche, avec la ville de Huesca et l'université de Saragosse. Ce projet partenarial transnational tout à fait inédit fait l'objet d'un programme européen, le programme POCTEFA. Il s'inscrit tout à fait dans les objectifs municipaux de santé par le sport. Lancement d'une étude pour la réalisation d'une plaine de grands jeux au nord de la ville, par exemple sur le centre de loisirs de Bourg. Le sport sera aussi un élément moteur des politiques urbaines et contribuera au développement du territoire. Il est un outil d'intégration sociale. Le sport dans les quartiers, les écoles de sport, les journées à thème sur plusieurs sites de la ville vont se développer. Le sport, enfin, acteur du développement de la citoyenneté.
source de bien-être et de santé, programmes sportifs et utilisation d'installations adaptées pour les seniors, les personnes en situation de handicap, les retours de pathologies lourdes, les reprises d'activité physique à tout âge. Vecteur du développement du territoire au travers d'aménagements de sentiers, de pistes cyclables, de voies sur les berges. C'est un catalyseur touristique qui permet la découverte du patrimoine et des lieux remarquables en pratiquant la marche, le vélo, pour y ajouter bien d'autres choses comme le roller. La qualité des équipements sportifs doit contribuer à programmer Tarbes comme ville de destination ou choix d'habitation. Acteur du développement durable, le sport joue son rôle aussi au travers des manifestations sportives qui sont des vecteurs de valeurs éco-citoyennes. Signature d'une charte de démarche éco-responsable avec les associations organisant des manifestations importantes subventionnées par la ville. Développement de l'utilisation de produits écologiques pour l'entretien des installations sportives et notamment des espaces verts, bien évidemment. Économie d'énergie dans toutes les composantes du sport, électricité, chauffage, isolation, rationalisation de l'utilisation des équipements. Ce projet se veut donc raisonné et ambitieux pour notre ville. Sur l'avis favorable de la Commission des sports et équipements sportifs du 18 mai 2015, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la politique sportive ainsi déclinée et d'autoriser Monsieur le maire à entreprendre toute démarche nécessaire à sa réalisation. Merci, Monsieur le rapporteur. Y a-t-il des interventions? Monsieur Lagonel, Monsieur Palmade. Oui, puisqu'on parle de sport, je tiens à saluer deux personnes ce soir. La première, c'est Georges Chappert, le directeur du service des sports qui prend sa retraite. Je crois que c'est, on peut le dire, sans sa flagornerie, c'était un chef de service vraiment très très dévoué et compétent. Moi, j'ai eu beaucoup de travail, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec lui pendant 7 ans. Et je pense que Francis Touillat a lui aussi apprécié sa collaboration. Donc, merci Georges et bonne retraite. La deuxième personne dont je souhaite parler, c'est Alain Coll, le président du TGB. Je suis un peu attristé de voir des bruits à son sujet, même dans la presse, qui le dénigrent un peu pour avoir déposé le bilan du TGB. Moi, j'aimerais rappeler qu'Alain Coll a repris le TGB en très grosse difficulté l'automne dernier, avec les deux coprésidents qui avaient été choisis par l'Assemblée générale du club qui ont démissionné au bout de quelques mois. Il a fait un effort financier important à ce moment-là. Il s'est impliqué beaucoup personnellement. L'équipe a eu des résultats sportifs, puisque l'équipe a gagné le Challenge Round et s'est également qualifiée pour la Coupe d'Europe l'année prochaine. Et moi, ça me peine un peu de voir ce dénigrement dont il fait l'objet, alors qu'il ne pouvait pas faire autrement techniquement. Je suis désolé, mais quand on arrive au mois de juin et qu'on n'a pas pu payer les salaires du mois d'avril, on ne peut pas faire autrement que de constater la cessation de paiement. Techniquement, ça veut dire que l'actif disponible ne peut pas faire face au passif exigible. Et techniquement, il ne pouvait pas faire autrement que de déposer ce bilan. Et je pense que ça serait bien qu'on lui assure tous de notre soutien et de notre reconnaissance, plutôt que de laisser des sous-entendus malheureux. Moi, j'aimerais maintenant parler plus directement sur la politique sportive de la ville de Tarbes. Bon, je partage globalement les orientations générales, mais il y a un certain nombre de défauts à mes yeux. Le premier, je trouve qu'il y a une absence très criarde, c'est l'absence d'un projet d'aménagement du stade de rugby. Le rugby qui reste le seul sport, et je dirais peut-être même le seul sujet, tarbais, capable de mobiliser des milliers de nos concitoyens et de faire parler de notre ville. Notre stade de rugby aujourd'hui n'est plus adapté au rugby moderne, alors, il faut le dire franchement. Le stade de Maurice Trélu doit être reconfiguré. Je cite Midi Olympique, le journal national de rugby, qui a épinglé notre stade dans un article récent qui faisait le tour un peu des stades du top 14 et de la Pro D2. Je cite Midi Olympique. Si le cadre du stade sur fond de chêne des Pyrénées est une beauté et la pelouse un régal, le stade est un cimetière. Les voix s'y perdent, l'œil s'y fatigue, le joueur s'y sent seul. Voilà, cet avis il est partagé par tous les amateurs et à commencer par le président du TPR lui-même, Antoine Nunes,
Antoine Nunes, qui dans le même article de Midi Olympique dit, je le cite, « On ne pourra pas continuer avec ce stade ». Voilà, donc je regrette vraiment que dans cette politique générale sportive de la ville pour les 5 ans à venir, on n'ait pas retenu ce projet. Un mot aussi sur un projet qui a été retenu, mais je suis assez pessimiste sur son exécution. Vous citez l'extérieur du Palais des Sports. Bon, moi je constate que la rénovation extérieure du Palais des Sports, elle est programmée déjà depuis 10 ans. Elle est inscrite tous les ans au budget, mais elle ne se fait jamais. Et bon, si elle ne s'est pas faite sur les 10 dernières années, j'ai de gros doutes qu'elle se fasse sur les 5 prochaines années. Un regret aussi, bien sûr, la baisse des subventions au club, mais aussi l'absence de hiérarchisation des priorités dans les aides au club. Bon, on assiste à un saupoudrage qui est classique, il n'y a pas qu'à Tarbes. On devine bien sûr toujours les arrière-pensées électorales qu'il y a derrière, mais aujourd'hui, comme il y a un peu moins de moyens, je pense qu'il faut vraiment des priorités claires par rapport à la formation des jeunes, par rapport à l'impact réel des clubs et aux équipements existants dont ils bénéficient. Quatrième regret, c'est la vente récente d'un terrain dans l'enceinte du stade Maurice Trélu à un promoteur, en l'occurrence ICA de promotion. Moi, je trouve très regrettable que ce terrain soit vendu, parce qu'aujourd'hui, un terrain va disparaître sur l'espace du stade Maurice Trélu, et pour l'athlétisme, c'est très dommageable, puisqu'il n'y a pas de solution de remplacement pour l'aire de lancer. C'est-à-dire que tous les jeunes et les moins jeunes qui s'entraînent au lancer dans l'enceinte de Trélu vont être privés de ce stade d'entraînement et qui manquera aussi énormément les jours de compétition. Donc ça, je pense que ça a été une grosse erreur que de vendre ce terrain à ICA de promotion, parce que ça pénalise l'athlétisme, ça pénalise la pratique sportive en général, parce qu'un stade, on en a besoin, et ça casse aussi la cohérence du site de Maurice Trélu, qui était uniquement consacré à la pratique sportive, et là, ça va créer un précédent, et j'espère qu'il n'y aura pas d'autres démantèlements au sein de l'enceinte de ce stade. Cinquième regret et dernier regret, c'est l'arrêt, depuis plusieurs années maintenant, du mouvement de fusion des clubs tarbais. Tous les clubs qui ont fusionné au sein du sport tarbais, on a vu que ça leur apportait beaucoup, qu'ils progressaient au niveau des équipes de jeunes et au niveau des performances de l'équipe 1. Donc je regrette vraiment que ce mouvement de fusion des clubs soit arrêté depuis plusieurs années. Et même pire, je dirais même pire, puisqu'on a vu très récemment que le club d'athlétisme de Tarbes, l'UAT Stadeau, allait se couper en deux. C'est-à-dire le Stadeau reprend son autonomie et l'UAT va continuer de son côté. C'est dommage parce que ça va affaiblir considérablement les deux clubs. Le Stadeau n'a pas forcément les effectifs de jeunes et d'athlètes et l'UAT n'a pas, lui, les effectifs en matière d'officiels de dirigeants. Donc je suis assez inquiet pour l'avenir de ces deux clubs s'ils doivent évoluer de façon séparée comme ils l'ont acté. Voilà. Donc en résumé, je dirais qu'il faut donner davantage de priorités et hiérarchiser les choses. Donc je dirais qu'en résumé, ce document est un catalogue bien intentionné, mais pour moi pas convaincant. Monsieur Palmade. Merci. Je voudrais me réjouir, quant à moi, d'un nouveau projet pour la rentrée pour l'automne 2015. Je vous ai bien suivi l'exposé de l'adjoint au sport. Il s'intitule, ce projet, « L'école municipale des sports ». Et je crois que les objectifs sont particulièrement intéressants, qui permettront aux enfants d'accéder aux pratiques sportives, de développer l'esprit d'équipe, le respect des autres, et en un mot aussi, de jouer fortement sur quelque chose d'extrêmement nécessaire à notre époque, c'est le développement de la citoyenneté. Alors, dans l'exposé, il est prévu de centrer les actions de la ville sur 3 quartiers. Moi, je souhaiterais intervenir en tant que président du GIP, contrat de ville, pour demander quelque chose qui doit être, me semble-t-il, relativement simple, que l'on cale mieux la délimitation des quartiers de l'école municipale des sports avec la délimitation des quartiers de la politique de la ville, tels qu'ils ont été
définie par le ministère. On est ici, je vois Madame Dauber qui opine, à connaître bien. C'est ce type de sujet. Et cette adéquation sera très facile. Vous parlez du quartier Bel-Air. Il suffira que vous agrégiez à Bel-Air, Ormeau et Mouisset, et vous avez un premier quartier de la politique de la ville. Bel-Air, Ormeau, Mouisset. Vous parlez de Solazur. Il suffira que vous reliez à Solazur Debussy, et vous aurez un deuxième quartier de la politique de la ville, Debussy. Quant à l'Aubadère, c'est un quartier en soi et il est déjà cité dans votre texte. Donc moi je plaide pour cette adéquation-là qui nous permettra ensemble de travailler, de concourir à quelque chose, je le répète, d'extrêmement utile, faire par la pratique des sports qu'il y ait plus de citoyenneté et plus de fraternité dans notre ville de Tarbes. Merci. Merci, M. Palmade. M. Touya. Merci, M. Palmade. Je voudrais vous apporter quelques précisions tout d'abord sur les écoles de sport. C'est un grand mot, mais je voudrais apporter des précisions. Depuis 2008, nous avons instauré des activités sportives dans les quartiers, dans ces quartiers déjà, et nous jugeons aujourd'hui que le résultat, s'il a été satisfaisant, n'est pas tout à fait à la hauteur de nos espérances. Donc nous faisons évoluer les systèmes par les écoles de sport. Le but de l'école de sport, c'est d'amener ces jeunes des quartiers vers les associations sportives de façon à ce qu'il y ait une mixité sociale et non pas à aller faire de l'éducation physique uniquement le quartier pour les garder entre eux sur ces quartiers. Le but, c'est de les amener dans une association sportive de façon à ce qu'il y ait cette mixité sociale. Donc aujourd'hui, on travaille avec les écoles qui sont sur les quartiers puisque nous avons des éducateurs dans chaque école. Ce qui fait qu'au travers des éducateurs, nous avons le contact avec tous les jeunes et nous pouvons faire passer facilement les informations. Ces éducateurs de la ville de Tarbes, on en retrouve au moins un dans l'activité de l'école de sport. Et dans cette école de sport, on y retrouve aussi, si elle veut être labellisée, on y retrouve aussi un éducateur des disciplines concernées. Et cet éducateur permet ensuite de faire la liaison école de sport, club. Nous avons donc une courroie de transmission parfaite, école de sport, où nous avons un éducateur au moins et un éducateur de club pour amener les jeunes vers les clubs. Je vous donne un exemple. Il en existe déjà une qui est en place, c'est sur l'Aubadère, où il y a une école de sport de combat. Eh bien, en 2014, il y a eu 26 jeunes qui ont été à l'école de sport de combat, et il y en a 20 qui ont adhéré au club, que ce soit le karaté ou la boxe savate. Donc je pense que là, on obtient un résultat qui est satisfaisant et extrêmement positif. Pour répondre ensuite à vos questions sur les quartiers, nous avons demandé une demande d'aide au GIPCUX et nous avons été entendus par un jury auquel je me suis présenté et où j'ai exposé ce que je viens de vous dire. Et donc, nous sommes bien sûr calqués sur le découpage de la politique de la ville tel qu'il nous a été présenté en conseil communautaire. Donc, aujourd'hui, on est en cours de réalisation. Nous espérons mettre ça à la rentrée scolaire si nous pouvons. Et si jamais il y a encore des obstacles que tout ne me satisfait pas, nous le reporterons au début de l'année prochaine parce que je ne veux pas brûler les étapes. Ce qu'il faut, c'est que ça marche et ça marchera, je vous le promets. Voilà ce que je tenais à vous dire, les précisions que je tenais à apporter. Merci, monsieur le rapporteur. Y a-t-il d'autres questions? Je soumets cette proposition à votre approbation. Y a-t-il des abstentions? Abstentions. 3 abstentions. Monsieur Montama aussi, je présume. 4 abstentions. Vote contre. Il n'y en a pas. Proposition adoptée. Nous passons à la commission de la culture. Madame Roulet. Merci, monsieur le maire. Il s'agit du programme d'animation au Jardin Massey, Les Arts qui poussent. Dans le but de sensibiliser les plus jeunes à l'art et au spectacle vivant, la ville de Tarbes a souhaité organiser une manifestation théâtrale en juillet et août au sein du Jardin Massey. Cette manifestation nommée Les Arts qui poussent aura lieu les jeudis et samedis à 17 h tout au long des vacances d'été. Les compagnies retenues suite à un appel d'offres sont les suivantes.
le 16 et 18 juillet, compagnie Rêve de théâtre avec Mine de Clown pour un montant de 1 805 €. 23 et 25 juillet, Passing École de cirque, Cirque en balade pour un montant de 2 500 €. 30 juillet et 1er août, compagnie Électron Libre, Philo Jardin Masset. Donc c'est de la danse pour un montant de 850 €. 6 et 8 août, L'air en tête, advienne que pourra, de la musique de Bobby Lapointe pour un montant de 1 500 €. 27 et 29 août, Le théâtre se décompose, Harry voyage en arithmétique pour un montant de 1 900 €. Sur avis favorable de la Commission Culture et Musée du 3 juin 2015, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la programmation de la manifestation Les Arts qui poussent, d'autoriser Monsieur le maire à signer les conventions et tous les actes utiles. Merci Madame Roulet. Y a-t-il des questions, abstentions, oppositions? Adopté. Point suivant, Madame Roulet. Merci Monsieur le maire. Donc l'action de partenariat culturel Ville de Tarbes, Association des Amis des Arts de Tarbes et de la Bigorre. L'Association des Amis des Arts de Tarbes et de la Bigorre a notamment pour objet de développer le goût des arts et de poursuivre un but de décentralisation artistique, d'encourager par tous les moyens les efforts et les progrès des artistes, de représenter et de défendre les intérêts généraux des artistes sociétaires. Dès lors, afin d'encourager les pratiques amateurs, elle organise tous les ans un salon présentant les diverses réalisations exposées dans la salle des fêtes de la mairie. Ainsi, le 76e Salon des Arts de Tarbes et de la Bigorre se tiendra en octobre 2015. Dans le cadre de cette manifestation, le prix de la ville de Tarbes sera décerné le 23 octobre, jour du vernissage, à l'œuvre choisie par un jury désigné par l'association organisatrice. Il consiste en la remise d'un trophée de la ville accompagné de 500 € émis par l'Association des Amis des Arts de Tarbes et de la Bigorre. L'association a sollicité la ville de Tarbes pour un parrainage de ce prix. Afin de soutenir l'action menée par les Amis des Arts et de la Bigorre pour la promotion et le développement des pratiques amateurs, après avis favorable de la Commission Culture et Musée du 3 juin 2015, il est proposé au Conseil municipal d'attribuer dans le cadre d'une action de partenariat une subvention exceptionnelle de 500 € à l'Association des Amis des Arts de Tarbes et de la Bigorre au titre de parrainage du prix de la ville de Tarbes décerné à l'occasion du 76e Salon des Arts de Tarbes et de la Bigorre. D'autoriser l'association bénéficiaire à reverser cette somme sous forme au lauréat. D'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte utile à cet effet. Les crédits correspondants seront prélevés sur l'enveloppe numéro 5636 gérée par le service Culture Musée, chapitre 65, article 65-74, sous fonction 025. Merci Madame. Pas de questions, même vote que tout à l'heure. Proposition adoptée. Le point suivant, Madame Crancé. Merci Monsieur le maire. Programmation du Paris, fabrique artistique. La ville de Tarbes participe à la création dramatique avec le souci d'accompagner des compagnies par le biais de résidences et d'en faciliter l'accès à la population locale. Le choix de la programmation porte prioritairement sur des projets autour d'œuvres contemporaines. Le Paris Fabrique artistique de Tarbes propose pour la saison 2015-2016, octobre 2015, compagnie La Salamandre, enquête d'identité de Willy Lichty. Novembre 2015, coproduction en compagnie Mosaïque Lourdes et la compagnie Les Pieds dans le Plat de Séméac, héritage de Gloria Carreño. Décembre 2015, Théâtre Le Cariote, Lyon, l'Ode maritime de Fernando Pessoa. Février 2016, Compagnie du Vide, Toulouse, Rosemonde de Julie Font. Mars 2016, Compagnie des Barbares, Toulouse, Transmission de Sarah Freinet. Avril 2016, Compagnie du Chardon de Tarbes, La Dame trois fois belle de Marie Gutiérrez. Mai 2016, Théâtre du Matin, Tarbes, Mémoire d'un rat de Pierre Chêne. Juin 2016, Compagnie de Il était une fois, Tarbes, Naïs, d'après Marcel Pagnol. Après avis favorable de la Commission Culture et Musée en date du 3 juin 2015, il est proposé au Conseil municipal de se prononcer sur cette programmation, d'autoriser Monsieur le maire à signer les conventions de résidence y afférents et tous les actes utiles. Merci Madame. Y a-t-il des questions? Pas d'abstention, pas d'opposition. Proposition adoptée. Le point suivant, Madame Argounès. Oui, Monsieur le maire, il s'agit de la programmation du Théâtre des Nouveautés. Le Théâtre des Nouveautés met en œuvre une programmation culturelle
destiné au grand public et s'appuyant sur la diffusion de spectacles de danse, de théâtre et de concerts de musique. Il contribue à l'éducation artistique et culturelle telle qu'elle est définie dans les politiques publiques. La ville de Tarbes propose donc au Théâtre des Nouveautés pour la saison 2015-2016. Le 10 octobre 2015, Michel Bougenat, Ma vie rêvée. Le 14 novembre 2015, l'Orchestre régional de mandoline dirigé par Claude Roubichou. Le 23 janvier 2016, La gueule de l'emploi de Serge da Silva. Le 6 février 2016, la compagnie Julien Lestel Puccini. Le 12 février 2016, The Puppini Sisters en partenariat avec la scène de musique actuelle La Gespe. Le 20 février 2016, la compagnie Les Pieds dans le Plat et le Théâtre de la Bulle avec Chat en poche de Georges Feydeau. Le 2 avril 2016, Bon anniversaire mon amour de Corinne Yaffil et Thierry Raguenaud. Et le 28 mai 2016, Paradis d'enfer d'Alain Chaput. Après avis favorable de la Commission Culture et Musée en date du 3 juin 2015, il est proposé au Conseil municipal de se prononcer sur cette programmation et d'autoriser Monsieur le maire à signer les contrats y afférents et tous les actes utiles. Merci Madame Argounès. Y a-t-il des questions? Pas d'opposition, pas d'abstention. Proposition adoptée. Le point suivant, Madame Doubrère. Monsieur le maire, après la programmation, la tarification de cette programmation, la ville de Tarbes propose une programmation de théâtre se déroulant au Théâtre des Nouveautés. La tarification qui est proposée ne fait pas l'objet d'une augmentation par rapport à la saison dernière, mais d'une modulation afin de répondre au plus grand nombre. Aussi, il convient de mettre en place la tarification détaillée dans le projet de délibération qui vous a été adressé. Les tarifs réduits s'appliquent sur présentation d'un justificatif aux demandeurs d'emploi, aux étudiants, aux personnes en situation de handicap. Les exonérations sont réservées aux professionnels de la culture, de la presse et aux partenaires. Après avis favorable de la Commission Culture et Musée en date du 3 juin 2015, il est proposé au Conseil municipal de se prononcer sur cette tarification, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte utile. Merci Madame le rapporteur. Y a-t-il des questions? Pas d'opposition, pas d'abstention. Point suivant, à proposition adoptée. Point suivant, Madame Gassan. Merci Monsieur le maire. Il s'agit d'une convention de dépôt d'œuvres. Dans le cadre du récollement décennal de ses collections, le musée Massé de la ville de Tarbes a été dépositaire en 1960 de deux objets, un pistolet cavalerie et un mouchoir d'instruction, appartenant aux collections du musée archéologique intercommunal d'Istres. Le musée archéologique intercommunal d'Istres, représenté par le syndicat d'agglomération Nouvelle Ouest-Provence, afin de régulariser officiellement ce dépôt, propose une convention de dépôt à titre gracieux par laquelle il s'engage à maintenir et prolonger ce dépôt. Le musée Massé s'engage à exposer régulièrement les objets et à les conserver dans les conditions maximales de sécurité. Sur avis favorable de la Commission Culture et Musée en date du 3 décembre 2014, il est proposé au Conseil municipal d'accepter ce dépôt, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de dépôt avec le musée archéologique intercommunal d'Istres. Merci Madame Gassan. Y a-t-il des questions? Pas d'opposition, pas d'abstention. Proposition adoptée. Point suivant, Monsieur Giral. Oui, Monsieur le maire. Il s'agit des tarifs des produits dérivés de la boutique du musée Massé et de la maison natale du maréchal Foch. La ville de Tarbes souhaite développer l'offre des produits dérivés nouvellement mis en vente à la boutique du musée Massé, musée international des hussards, et à la maison natale du maréchal Foch, afin de répondre aux attentes du public. Il est proposé de nouveaux produits dont certains sont personnalisés à l'effigie du musée Massé, impliquant la création d'une tarification qui est détaillée à la délibération. Cela va donc de l'essuie-lunettes en microfibre jusqu'au mini-carnet personnalisé. Sur avis favorable de la Commission Culture du 3 juin 2015, il est proposé au Conseil municipal de voter la liste des nouveaux produits détaillés à la délibération et des tarifs qui y sont rattachés, et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte utile à cet effet. Merci Monsieur le rapporteur. Pas de questions, pas d'opposition. Proposition adoptée. Nous passons à la commission urbanisme. Madame Arex. Merci Monsieur le maire. Afin d'embellir le cadre de vie du centre-ville, le conseil municipal, depuis de nombreuses années, a accepté de subventionner les propriétaires désireux de restaurer ou de ravaler les façades de leur immeuble vus du domaine public dans le cadre d'une opération façade.
Le périmètre dans lequel les subventions sont accordées a été élargi lors de la séance du Conseil municipal du 19 janvier 2010. Les règles comptables imposent de soumettre au Conseil municipal préalablement à leur mise en paiement chacune des subventions accordées. Sur l'avis favorable de la Commission urbanisme du 2 juin 2015, il est proposé au Conseil municipal d'approuver le versement des subventions figurant dans le projet de délibération qui vous a été adressé. Les crédits correspondants sont inscrits à l'enveloppe numéro 19 432, gérée par le service urbanisme, chapitre 204, sous fonction 824, article 20 422 du budget principal 2015. Merci, Madame le rapporteur. Pas de questions, pas d'opposition. Proposition adoptée. Le point suivant, Monsieur Malfait. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit de la cession à la société Transport Infrastructure Gaz de France, TIGF, de la parcelle AD 85 située sur la commune de Bordères-sur-l'Échesse. La société TIGF transporte le gaz naturel dans le sud-ouest de la France par canalisation de gaz haute pression. À ce titre, elle dispose d'un poste de sectionnement de gaz qui est implanté sur la parcelle cadastrée AD numéro 85 d'une surface de 724 m² située sur la commune de Bordères-sur-l'Échesse et qui appartient à la ville de Tarbes. TIGF devant être propriétaire des parcelles sur lesquelles sont implantés leurs postes de sectionnement et afin de bénéficier d'une couverture juridique a sollicité l'acquisition de la parcelle AD 85 sur la base d'une proposition à 5 € le mètre carré. Pour une estimation en date du 2 avril 2015, France Domaine a fixé la valeur de la parcelle à 3 € le mètre carré. La parcelle serait cédée au prix de 5 € le mètre carré TTC, conformément à la proposition faite par la société TIGF. Cette parcelle fait partie du domaine public de la ville, car affectée au service public de distribution de gaz. Il est nécessaire de la rendre cessible en la déclassant et en la désaffectant préalablement. Sur l'avis favorable de la Commission municipale Urbanisme, Architecture et Infrastructures culturelles, Logement du 2 juin 2015, il est proposé au Conseil municipal de déclasser et désaffecter la parcelle AD 85 afin de la rendre cessible, de céder à la société TGF la parcelle AD 85 d'une surface de 724 m² pour un prix de 5 € le mètre carré et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les actes à intervenir à cette occasion. Merci, Monsieur Malfait. Y a-t-il des questions? Pas d'opposition, pas d'abstention. Proposition adoptée. Point suivant, Madame Cassagne-Rodriguez. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit d'un transfert des assiettes foncières des lycées Théophile Gautier, Marie Curie, Jean Dupuis au Conseil régional Midi-Pyrénées. L'article 76 de la loi numéro 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit le transfert des biens immobiliers des établissements visés de l'article L. 214-6 du Code de l'éducation à la région en pleine propriété à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties pour les biens immobiliers appartenant à la commune. Lorsque la région effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit à sa demande et ne donne lieu à aucun versement d'aucun droit, taxe ou honoraire. La ville de Tarbes est propriétaire des terrains sur lesquels sont édifiés les lycées Théophile Gautier, Marie Curie et Jean Dupuis. La région Midi-Pyrénées a sollicité le transfert en pleine propriété et sans contrepartie financière. Bien que le transfert soit à titre gratuit, la ville a sollicité une estimation domaniale pour chaque lycée. Ces estimations n'ont que pour unique but de déterminer une valeur comptable nette des biens destinés à figurer dans l'actif immobilier. Le lycée Théophile Gautier a été estimé à 5 400 000 €, le lycée Jean Dupuis a été estimé à 539 000 € et le lycée Marie Curie a été estimé à 12 200 000 €. Sur l'avis favorable de la commission urbanisme du 12 mars 2015, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le transfert à titre gratuit au conseil régional Midi-Pyrénées des parcelles appartenant à la ville sur lesquelles sont situés les lycées Théophile Gautier, Marie Curie, Jean Dupuis, respectivement cadastrés, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les actes à intervenir à cette occasion. Merci, Madame le rapporteur. Y a-t-il des questions? Pas d'opposition, pas d'abstention. Proposition adoptée. Le point suivant, Madame Argounès. Oui, Monsieur le maire, il s'agit de l'abrogation de la délibération du 19 septembre 2011.
Le conseil municipal du 19 septembre 2011 a consenti la cession d'une emprise complémentaire de 600 m² environ à détacher de la parcelle numéro 233 de plus grande contenance, devenue depuis la parcelle AK 274 à la SCI TR 108 pour un prix de 36 € hors taxe le mètre carré. Par un courrier en date du 5 juin 2014, la SCI TR 108 a indiqué qu'en raison de la conjoncture, elle renonçait à l'acquisition de cette parcelle complémentaire. Sur avis favorable de la Commission municipale d'urbanisme, architecture et infrastructures culturelles du 2 juin 2015, il est proposé au Conseil municipal d'arroger la délibération du 19 septembre 2011. Merci Madame la rapporteure. Des questions? Monsieur Montamar. Oui, un peu comme d'habitude, simplement, c'était... La question est de savoir qu'est-ce que fait cette SCI et qu'est-ce qui motive la conjoncture et quels sont ses représentants. On avait demandé, il y a pas mal de temps, que soit porté le nom des gens qui constituaient les SCI. C'est pas forcément toujours appliqué, ce qui est le cas ici. Donc, c'est de la pure curiosité et de voir qu'est-ce qui motive cet abandon, quoi. Et l'activité, surtout, qu'elle revendiquait de pratiquer là-dessus. On a déjà, j'ai déjà dit, mais je le redis ici, que le fait de constituer une SCI est d'une banalité consternante. Vous n'avez qu'à regarder les journaux d'annonces légales, tous les jours, vous verrez des SCI qui se constituent chaque fois qu'il y a des opérations immobilières. Si quelqu'un a envie de savoir qui est derrière une SCI, il tape sur Infogreffe le nom de la SCI et vous verrez qu'il y a dedans. Ceci étant, on a pris acte ici des remarques qui avaient déjà été formulées et désormais, quand il y aura des acquéreurs qui se présenteront sous forme de SCI ou de société, on essaiera d'obtenir l'identification parfaite des acquéreurs ou des associés pour en faire part au conseil municipal. Cette SCI a été constituée en 2011 par M. Parra et M. Lalanne. Ils sont associés sur cette affaire. Le bâtiment 108, c'est un bâtiment qui se trouve sur le site de l'Arsenal où il y a des bureaux et qui est à côté du musée des pompiers. Il y a des bureaux, il y a en bas deux ou trois commerces, etc. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de suite à cette acquisition qui avait été évoquée? Nous, on a délibéré, on n'a jamais été contacté pour la signature de l'acte. Et un beau jour, j'ai demandé à M. Cossou de dire, bon, demandez aux acquéreurs où ils en sont. Ils nous ont fait savoir qu'ils n'étaient plus acquéreurs. Point final, on en prend acte. Voilà. Et donc, on annule, on abroge la décision d'acquisition. Tout simplement. Ce n'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière non plus. Y a-t-il d'autres questions? Je soumets cette délibération à votre approbation. Quels sont ceux qui désirent s'abstenir, qui désirent voter contre? Elle est adoptée. Merci. À l'unanimité. Le point suivant, Monsieur Forget. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit de la tarification des photocopies et des impressions. L'évolution du Code de l'urbanisme conduit les administrés et les notaires à demander copie des différentes autorisations d'urbanisme. Dans le cadre de leur mission et dans la limite des normes de communication, les agents du service de l'urbanisme effectuent les reproductions des documents par photocopie ou grave des CD-ROM. La réglementation fixe un prix plafond pour les pages de format A4, impression noir et blanc, à 0,18 € par copie. Un tarif unique de reproduction de documents est actuellement en vigueur, soit 0,15 € par copie. Considérant que le coût par copie est différent selon la taille et le recours à la couleur, Après avis favorable de la commission urbanisme, architecture, infrastructure culturelle, logement du 2 juin 2015, il est proposé au conseil municipal d'approuver la grille des tarifs figurant dans le projet de délibération qui vous a été adressé. Merci, monsieur le rapporteur. Y a-t-il des questions? Pas d'opposition, pas d'abstention. Proposition adoptée. Le point suivant pour la commission. Travaux, monsieur Escobedo. Merci, monsieur le maire. Effacement des réseaux de communication électronique rue Georges Lassalle réalisé par Orange. Orange va réaliser l'effacement des réseaux de communication électronique rue Georges Lassalle.
Le montant de la dépense est estimé à études et réceptions de travaux génie civil, 679,63 €. Travaux câblage, 4 357,38 €. Fourniture matériel génie civil et câblage, 1 752,66 €. Total, 6 789,67 €. Après avis favorable de la commission travaux du 2 juin 2015, il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet soumis par Orange relatif à l'effacement du réseau de communication électronique rue Georges Lassalle, de s'engager à verser une participation de 6 789,67 € à Orange, de préciser que la contribution définitive de la commune sera déterminée après le règlement final des travaux qui seront exécutés en accord avec les services techniques de la ville, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention avec Orange. Merci, Monsieur le rapporteur. Pas de questions, pas d'opposition. Même vote. Adopté. Le point suivant, Monsieur Calvo. Merci, Monsieur le maire. Donc, il s'agit là d'un dossier analogue au précédent, mais pour la rue Maryse-Bastier. C'est dans le cadre de l'aménagement, Orange va réaliser l'effacement des réseaux de communication électronique. Le montant est estimé à 679,63 € pour l'étude et la réception travaux génie civil, 815,09 € pour les travaux de câblage et 1482,43 € pour la fourniture de matériel génie civil et câblage, soit un total de 2 977,15 €. Après la commission des travaux du 2 juin qui a donné un avis favorable, il est donc proposé au conseil municipal, premièrement, d'approuver le projet soumis par Orange relatif à l'effacement du réseau des communications électroniques rue Maryse-Bastier. Deuxièmement, de s'engager à verser une participation de 2 977,15 € à Orange. Troisièmement, de préciser que la contribution définitive de la commune sera déterminée après le règlement final des travaux qui seront exécutés en accord avec les services techniques de la ville. Et bien sûr, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention avec Orange. Merci, Monsieur le rapporteur. J'ai envie de signer tout de suite presque. Hein. Monsieur Montoya. Monsieur le maire, simplement une précision, une question. C'est quoi l'effacement du réseau de télécommunications? Un effacement de réseau. Voilà. Ça veut dire que les fils apparents disparaissent. Ah, c'est excellent. Ils sont enterrés. Oui, tout ce qui s'appelle effacement veut dire que les fils apparents sont enterrés. Voilà. Donc ça améliore l'environnement. Merci. C'est pas l'effacement, c'est pas comme dans le film Léon. Voilà. Le nettoyeur, l'effaceur. Bien. Je soumets cette proposition à votre approbation. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Elle est adoptée à l'unanimité. Le point suivant, Monsieur Forget. Oui, Monsieur le maire. Alors effectivement, dans le cadre des travaux d'aménagement de la rue Joseph-Nelly, le syndicat départemental d'énergie des Hautes-Pyrénées a retenu l'effacement du réseau basse tension alimentation en 230-400 volts dans le cadre de son programme article 8, année 2015. Alors, on a le détail des participants. Alors, l'EDF, 45 000 €, récupération TVA, 22 500 €, participation du SDE, 22 500 € et participation de la ville, 45 000 €, ce qui fait un total de 135 000 €. Après avis favorable de la commission de travaux du 2 juin 2015, il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le projet soumis par le SDE des Hautes-Pyrénées relatif à l'effacement du réseau BTA rue Joseph-Nelly,
de s'engager à verser une participation de 45 000 € au syndicat OSDE des Hautes-Pyrénées et enfin de préciser la contribution définitive de la commune sera déterminée après le règlement final des travaux qui seront exécutés en accord avec les services techniques de la ville. Merci. Porteur, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adopté. Nous passons à l'autre effacement, M. Forget. Oui, alors, il s'agit toujours de la rue Joseph Nelly. Et là, toujours pareil avec le SDE, c'est l'effacement du réseau de télécommunications. Donc, nous avons le détail également financier. L'étude et pose du matériel du génie civil, 5 857,51 €. Le terrassement tranché aménagé, 9 920,32 €, ce qui constitue un total de 15 777,83 €. Après avis favorable de la commission du travaux du 2 juin 2015, il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le projet soumis par le SDE des Hautes-Pyrénées relatif à l'effacement du réseau de télécommunications rue Joseph Nelly, de s'engager à verser une participation de 15 777,83 € au SDE, de préciser la contribution définitive de la commune sera déterminée après le règlement final des travaux qui seront exécutés avec nos services techniques et enfin d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention avec le SDE des Hautes-Pyrénées. Merci Monsieur le rapporteur. Même vote. Proposition adoptée. Merci. Le point suivant, Madame Crancé. Merci Monsieur le maire. Demande de prorogation du délai de dépôt de l'agenda d'accessibilité programmée. L'ordonnance 2014-1090 du 26 septembre 2014 fait évoluer le cadre juridique relatif à l'application de la loi du 11 février 2015 imposant aux établissements recevant du public une mise en accessibilité pour les personnes handicapées et crée les agendas d'accessibilité programmés qui permettent de poursuivre en toute légalité les travaux de mise en accessibilité après le 1er janvier 2015. Pour cela, une validation d'un agenda d'accessibilité programmé doit être déposée avant le 27 septembre 2015. Le patrimoine de la ville de Tarbes est important. 170 établissements recevant du public et 15 installations ouvertes au public. La programmation de sa mise en accessibilité doit faire l'objet d'une étude approfondie. La ville ne peut matériellement pas déposer son agenda d'accessibilité programmé en temps voulu. L'article 1111-7-6 du Code de la construction et de l'habitation prévoit la possibilité d'une prorogation du délai de dépôt des agendas d'accessibilité programmés au plus tard 3 mois avant l'expiration du délai imparti, soit avant le 27 juin 2015. L'arrêté du 27 avril 2015 précise les conditions d'octroi d'un délai de dépôt d'un agenda d'accessibilité programmée. Celui de Tarbes répond aux critères de complexité exigés. Sur avis favorable de la commission du 2 juin 2015, il est proposé au conseil municipal de demander une prorogation du délai de dépôt de l'agenda d'accessibilité programmée et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document afférent. Merci Madame. Pas d'opposition, pas d'abstention. Proposition adoptée. Le point suivant, Monsieur Texera. Merci Monsieur le maire. Il s'agit d'un remboursement de frais d'intervention pour hydrocurage à l'abonné numéro 11 74 919. Dans la mesure où la responsabilité de la ville était en cause, il est proposé de rembourser à cet abonné ses frais d'intervention inhérents au service. Après avis favorable de la commission des travaux en date du 2 juin 2015, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à procéder au remboursement des frais d'intervention pour recherche de fuite pour un montant total de 140 € TTC à l'abonné cité ci-dessus. Merci Monsieur le maire. Merci Monsieur le rapporteur. Pas d'opposition, je présume. Proposition adoptée. Commission commerce, Madame Cassagne-Rodriguez, dernier point. Merci Monsieur le maire. Il s'agit de l'exonération des droits de place concernant les casetas et les buvettes. Du 18 au 21 juin 2015 et dans le cadre des fêtes de la ville de Tarbes, le comité des fêtes organise place du Foirail
un village de Casetas avec de nombreuses animations et des buvettes. Ces animations étant soutenues par la ville, apportant un dynamisme commercial et festif, il est demandé à titre exceptionnel la gratuité de la mise à disposition de la place du Foirail. En conséquence, et sur avis favorable de la Commission commerce du 1er juin 2015, il est proposé au Conseil municipal d'accorder la gratuité de la mise à disposition auprès du comité des fêtes de la place du Foirail pour le village des Casetas du 18 au 21 juin. Merci, Madame le rapporteur. Pas d'opposition, pas d'abstention. Proposition adoptée. J'en profite, avant de clore ce conseil municipal, pour vous faire part de motifs de satisfaction. Le premier, nous venons de vivre au cours des derniers jours les fêtes de Tarbes, qu'il s'agisse de la partie institutionnelle avec les délégations espagnoles et allemandes, avec le concours de nos amis militaires, qu'il s'agisse de la partie grand public, festive, en ville, avec la cavalcade, l'ambiellage d'or, etc., ou au Casetas. Ces fêtes ont rencontré un grand succès cette année. Ajoutons à cela la fête de la musique. Il y avait sur la ville de Tarbes 65 lieux de musique dans tous les domaines, tous les styles, avec, je l'ai noté, moi, des orchestres de grande qualité, notamment un orchestre de Huesca, place Saint-Jean. Ça a été vraiment une très belle réussite. Donc, félicitations à Michel Garnier, à Pierre Logini, à l'Office de tourisme, au comité des fêtes et à toutes les personnes qui ont travaillé, et en particulier à tous les bénévoles, sans lesquels nous ne pourrions réaliser tout cela. Deuxième motif de satisfaction qui n'a rien à voir. Vous en souvenez certainement, depuis des années, je signalais que j'écrivais régulièrement au directeur de la SNCF et de Réseau Ferré de France pour leur signaler l'état absolument épouvantable des clôtures de la SNCF le long de la rue d'Estarac et du chemin de la Planète. Avec grande satisfaction, je constatais que ces clôtures avaient été intégralement refaites. Donc quand ça ne va pas, il faut le dire. Quand ça va, il faut le dire aussi. Donc les clôtures toutes neuves. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, les clôtures qu'il y avait rue d'Estarac, c'était déjà les mêmes. Donc, vous voyez, quand j'étais gamin, il y a une trentaine d'années, hein, c'était déjà les mêmes. Voilà. Donc, merci à la SNCF, à RFF, ceux qui ont fait ce qu'il fallait pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, je déclare clos ce conseil et vous souhaite une bonne fin de soirée à tous.